la France se refuse comme une nation digne de grandir, digne d'évoluer, digne de s'émanciper de son passé sombre, macabre et lugubre. Elle fétichise même d'ailleurs, sinon elle rentre dans une forme de dogmatique de son propre passé colonial. Et elle répète ça comme une sorte de fétiche auquel elle est intrinsèquement liée et fidèle. Et elle pense que toutes les conditions de son bien-être dépendent de sa capacité de prédation, de sa capacité de minimiser, de banaliser et de mépriser. Et j'avoue que cela était ouf de soulagement pour les élites africaines lucides, parce que pendant que la France nous ignore grandir, nous grandissons. C'est pas parce qu'elle nous regarde avec condescendance, paternalisme, que tout est... Ils ne sont pas, par exemple, des chroniqueurs de la DGSE sur les plateaux de Radio France Internationale avec des statuts d'anciens chefs de la série. Nous sommes quand même, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et il y a des gens qui sont très conscients et qui arrivent à s'élever. Mais en même temps, est-ce que la France peut se départir de cette attitude? Parce qu'il faut arriver à une compréhension, je ne dirais pas fondée, mais ultra profonde de cela, parce que c'est Poutine qui le dit. Il le dit dans un discours officiel, que souvent quand il regarde la France sans son passé colonial, elle est un pays pauvre, très endetté, un pays PPTE. C'est-à-dire que sans son passif colonial, la France chute de son rang de 5e puissance mondiale à un rang d'un pays qui peut se retrouver à la queue des États les plus pauvres du monde. Cette menace dont le Portugal, l'Espagne ont envoyé déjà des signaux à la France font qu'elle tient et elle veut s'asseoir sur tout pour survivre, pour échapper à la chute et au déclin programmé et qui sont inévitables. Il y a 2 semaines, il y a plus de 15 000 foyers en France qui étaient sans chauffage, sans électricité. Est-ce que c'est imaginable? Dans le noir. Dans le noir total, dans l'obscurantisme comme son propre refus de s'émanciper. Et cela est véritablement aussi illustratif d'un fait, par exemple, qui s'est passé en 2011 à Fukushima au Japon. Les centrales nucléaires, les réacteurs nucléaires ont pris de l'eau après un tremblement de terre. Et donc l'uranium que la France vendait à coup d'or à des pays comme le Japon est exploité gracieusement au Niger et en Centrafrique à un coût qui a totalement chuté. C'est un aspect économique. Mais la DGSE et la France politique rentrent en jeu pour dire par exemple à François Bozizé en Centrafrique, bon écoute, l'uranium là, on va mettre ça en attente, on ne va plus exploiter comme on est en train d'exploiter. Parce que celui qui le vend et qui tire profit de ça économiquement, c'est la France. Le prix a chuté sur le marché international. Alors que pour Bozizé, les miettes qu'il tirait de cette vente de l'uranium lui était vitale pour assurer les charges minimales, fondamentales de l'État. Donc Bozizé renonce à suivre la France dans le refus de continuer à produire l'uranium. Bozizé décide de saluer la coopération avec les Chinois à qui il donne les permis d'exploitation, et la France, avec la DGSE, rentre dans une action de susciter une rébellion qui existait déjà à travers la Séléka. Les renforce, les militarisent et les apportent même un soutien humanitaire alimentaire pour renforcer leur capacité, en vue de renverser Bozizé et de remettre un allié de la Séléka à la tête, mais soumis aux injonctions de Paris et donc au ralentissement de l'exploitation de l'uranium. La France est allée jusqu'à instrumentaliser la foi paisible des Centrafricains. Chrétiens et musulmans se sont massacrés. Et la communication politique officielle était une guerre religieuse, une incapacité des Africains, dans leurs croyances différentes, à s'entendre. Et anti-Balaka. Et derrière ça, pendant qu'il finance et donne du riz et tout le couvert aux deux pour sa santé,
La France revient promettre une illusion de financement à Bozizé, un armement fictif. C'était pour endormir Bozizé, lui donner l'illusion qu'on lui soutient politiquement, afin qu'il n'ouvre pas la totalité de ses yeux et apprêter les boudins dont Dr Lévy a parlé pour abattre la France à point nommé. On sait ce que ça a donné. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un acte nouveau. Nous prenons par exemple la Nouvelle-Zélande en 1985, la première attaque terroriste organisée par l'État français hors de ses frontières, c'était en Nouvelle-Zélande en 1985 contre l'État de Nouvelle-Zélande pour des questions de contrat sur le climat. Et c'est un bateau de Greenpeace qui a été attaqué et les acteurs qui avaient été positionnés étaient un couple photographe. Mais derrière l'étiquette de photographe se trouvaient des agents de la DGSE qu'on présentait comme couple, mais c'était un mariage artificiel. Les deux n'ont jamais eu. Personne, aucun sentiment pour l'autre. La Nouvelle-Zélande les ayant attrapés, les a présentés à la presse. Ils ont fait leurs aveux. Le lendemain, le ministre de la Défense de la France a démissionné. La France a reconnu les faits, mais nous semblons oublier ça. Plus nous oublions l'historique des actions hostiles de la DGSE, plus nous pouvons être sous la menace de les revivre. Prenons par exemple en 2013, je vais prendre cet exemple pour que nous puissions voir très bien. En 2013, le cas des deux journalistes de Radio France d'Intoxication, non RFI, Ghislaine Dupont et Verlon Claude Verlon, se sont fait prendre par les terroristes entre griffes à Kidal. Il y a eu une transaction financière que la DGSE devait donner aux terroristes. Et que la DGSE a fait comme Damiba. Détourner l'argent du coup d'État comme il a fait, une partie. Les agents de la DGSE ont détourné une grande partie de l'argent destiné aux terroristes. Les terroristes ont su cela, ont gardé leur frustration au frigo et ont attendu l'occasion d'un rendez-vous journalistique préparé par la DGSE avec leurs propres médias pour prendre les deux journalistes. Et en 2012, c'est les mêmes de la DGSE qui montrent une opération pour éliminer Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi. Père à son âme, ils ont finalement eu raison de lui. Et qui perdront par exemple 9 agents de la DGSE grâce à la résistance et à l'appui des forces spéciales russes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si nous nous amusons à banaliser les actions de l'Écoute, il est le responsable de l'opération de la France au Bénin, il a été voir le président Talon. Tout l'OTAN est aujourd'hui au Bénin et au nord du Bénin. Merci beaucoup, Imhotep Bayala. Vous avez Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas minimiser la nocivité de l'ennemi. Je vous retire la parole à présent et je la remets à Jean-Bernard Dantega. Ils ont assez souffert de ces assassinats répétés de leurs héros par la France. Ils n'ont plus envie de pleurer. L'heure où on était des groupes pleurnichards impuissants, je pense qu'on est en train de le faire évoluer à un statut où nous sommes conscients de nos douleurs et des coups que nous recevons, mais nous avons juré qu'il n'y aura plus de coups auxquels nous n'apportons pas un coup dont la violence est supérieure à celui reçu. Ce sont les injonctions clairvoyantes du père de la Révolution, Thomas Sankara. Il n'y aura plus de juifs, ni d'attentats à notre pudeur. Et je pense que l'ensemble des jeunesses de l'AES, et plus largement de l'Afrique et au-delà de la diaspora, se nourrissent à la sève de cet héritage laissé par Thomas Sankara, qui est devenu aujourd'hui une forme de synthèse de toutes les aspirations des nouvelles jeunesses qui ont subi dans leur vécu le manque d'école, le manque d'infrastructures, le manque d'hôpitaux, le manque d'emplois. Et tout cela est lié en filigrane
à la capacité de l'impérialisme à éliminer tous les hommes qui travaillaient à ce que nous ne soyons pas dans cette précarité multiple. Donc cette jeunesse veut vivre libre et digne chez elle. Elle ne veut plus être une candidate malheureuse à une compétition de traversée du Sahara, sans être en compétition pour des trophées quelconques, ou à une compétition dans la mer de Méditerranée, et dont les concurrents sont des requins qui sont déjà habitués à la natation et auxquels ils ne sont pas suffisamment habitués. Et je pense surtout que cette jeunesse, elle s'informe. Et du fait de s'informer par la magie des réseaux sociaux, qui livrent des secrets d'État à Mondovision, par exemple l'affaire Epstein, je pense que la jeunesse africaine n'est pas éloignée, écoute, regarde, observe. Et elle est aujourd'hui, elle a accès à des choses qui hier étaient couvertes par des secrets défense, des secrets de polichinelle. Aujourd'hui, ces aspects échappent par le désir d'une multipolarité, où le monde se reconfigure, où les puissants redessinent leur volonté de puissance sur l'échiquier mondial, alors il y a des échappées d'informations stratégiques. Le manque de solidarité entre les nations occidentales est un bouée magique de sauvetage pour les jeunesses africaines qui étaient sous l'emprise du colonialisme dogmatique occidental. Désormais, grâce à Trump, on sait que l'Europe ne vit que d'arrogance et de mépris, et que sa délinquance internationale est l'arme fatale qu'elle a contre ses mains pour reprendre ses velléités. Par exemple, on a fini sur le fait que les propos de Thierry ont certainement été durs. Je vous ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, Thierry est la boîte noire de l'AES. Et c'est une boîte noire active, elle n'est pas une boîte noire du passé. Elle est très consciente et hyper renseignée. Thierry ne peut pas faire ses affirmations avec tout le poids de sa responsabilité de chef d'État, avec le sens et le devoir d'une certaine retenue, même en situation de révolution. S'il a osé le dire, c'est parce que les faits eux-mêmes parlaient naturellement. C'est pas lui qui a demandé, je ne sais pas, par quel watt il a activé le porte-parole ivoirien pour créer toutes les constances des faits qu'il a avoués. Mais on prend par exemple, il y a un Français qui est décédé dans l'attaque. Il s'appelle Quentin Rouzier. Qui est Quentin Rouzier? Il était l'attaché de défense de l'ambassade de France à Niamey. Quand on a viré l'ambassadeur et tout son sac, alors le colis Rouzier s'est retrouvé à Abidjan. Et c'est d'Abidjan que Rouzier et ses mercenaires ont embarqué. Régulièrement, après toutes les formalités policières, certainement que les agents de renseignement ivoiriens savent par quelle magie ils les ont insérés dans l'avion. Donc, Thierry ne peut pas frontalement oser lever le ton à ce niveau s'il n'a pas régulièrement le fait que Rouzier est un agent enregistré jusqu'à ce jour comme agent de la DGSE française, ayant agi sous le couvert d'attaché de défense à Niamey, à l'ambassade, dont il avait une certaine connaissance du terrain et du dispositif français présent là où ils ont attaqué. Donc il a une fine connaissance. Et ensuite il était à Abidjan, et c'est d'Abidjan qu'ils ont attaqué. Madame, permettez-moi de citer brièvement le général Emmanuel Betz, nommé le 25 août 2010 ambassadeur de la France au Burkina Faso, mais qui, avant sa nomination, était le chef de commandement de la force Licorne basée à Abidjan. La France sentant les cartes Bogo lui échapper et l'insoumis Bogo lui dicter ses lois, a décidé de ramener le général Emmanuel Betz à Ouagadougou comme le point focal de l'opération en préparation pour faire tomber Bogo. Mais le général Betz fera l'affaire en famille. Il fera venir le chef de commandement de la force qui va attaquer la base aérienne de Laurent Gbagbo, la force Licorne. Les agents qui ont opéré cela, d'abord sont reçus ici à Ouagadougou par Frédéric Betz, lui-même qui régit son grand frère ambassadeur, et les deux ont préparé cette opération à partir de Ouagadougou. C'est triste de le dire, mais c'est courageux, c'est un devoir pour nous de dire que ce pays a été sauvé in extremis d'un statut d'État voyou et d'État chaotique sous l'égide de M. Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil dans sa belle famille. Mais
Cette action a été préparée par deux personnes qui ont agi premièrement comme commandant des forces du corps, ensuite comme ambassadeur, et après il fait venir son petit frère, et quand il réussit l'opération d'éventrer le palais ivoirien pour envoyer Gbagbo à la CPI, alors le général Emmanuel Bett est élevé à la dignité de numéro 2 de la DGSE pour service qualitativement réussi au profit de la France-Afrique élaborée par la France. Merci, Imhotep Ayala. Alors, Ça, c'est la politique africaine de l'Afrique. D'où la France-Afrique avec le réseau FOCA et son servant Bob Denard qui a répandu les coups d'État et qui a introduit même les coups d'État comme mode d'accession des valets locaux au sommet des États africains. Alors, face à ça, est-ce que l'Afrique doit rester sans initiative? Est-ce que les pays de l'AES peuvent se permettre le luxe de ne pas avoir des cellules pointues instituées pour analyser, passer au peigne fin, au spectre, millimètre après millimètre, toutes les déclarations officielles, jusqu'au silence du pouvoir officiel ennemi? Parce que le silence même de nos détracteurs et de nos ennemis sont un langage qui a souvent même plus de poids que lorsqu'ils vocifèrent ou lorsqu'ils aboient, comme il sait très bien le dire le président Abdraman Tchani. Nous devons nous payer l'exigence et la rigueur de la mise en place et de l'établissement sans avoir à le cacher d'un département de politique aésienne de la France et ou globalement de l'Europe. Parce que c'est l'Europe coalisée qui est un ennemi. Pendant que Paris chauffe, vient avec les armes et les fait crépiter à travers ses mercenaires, Washington vient avec des envoyés spéciaux. C'est le même ennemi qui vient avec deux modalités. Il serait extrêmement dangereux et de l'autosuicide de croire un seul instant à la bonne foi de ces charlatans internationaux. C'est pourquoi il faut cette cellule pour analyser au quotidien H24 et contrer la politique française de l'Afrique par la politique africaine de la France. C'est un acte basique. Nous devons l'instituer. Le deuxième, je crois qu'en stratégie de défense et même de triomphe sur l'ennemi, cela n'est pas toujours fonction de la nature des armes que vous avez, mais de la qualité du renseignement que vous avez en main. Si le Venezuela avait le renseignement au-dessus de l'armement, Nicolas Maduro n'aurait pas été capturé. Je pense qu'aujourd'hui, pour riposter vigoureusement contre un ennemi, il faut déjà savoir avec quelle est la nature des armes dont il dispose. Donc le renseignement et l'information, elle défonce l'armement. Et le dire, nous avons plusieurs fois dit ici, que l'armement, nous devons nous armer sans complaisance. Et ça s'appelle d'honneur. Mais à l'intérieur de ce principe clé, il faut que les outils de renseignement soient davantage mieux élaborés et que notre renseignement même se déporte dans le nid ennemi. Parce que l'efficacité, c'est pas pour rien on parle chaque fois de la DGSE, renseignement extérieur. Parce qu'il faut étouffer l'ennemi dehors et créer les dégâts même chez lui que de venir les perpétrer sur son sol. Je pense que c'est un élément clé que nous devons regarder. Le dernier élément, c'est la mobilisation populaire. Elle est la bombe atomique des nations qui ne peuvent pas compétir avec des armées, comme les armées ennemies qui font face, qui sont dans notre vis-à-vis. Et je pense que la lutte contre l'impérialisme, ce n'est pas une lutte qui a une date d'achèvement. Et nos populations doivent le comprendre. Aucun succès, aucune victoire. La victoire à l'aéroport de Niamey, la victoire du 3 janvier contre Damiba et ses ouailles ne constituent pas des moments d'endormissement, mais des moyens pour élever notre vigilance nationale contre l'impérialisme. Merci, Imhotep.